Et je vais commencer par vous dire ce que je dis toujours au début de mes conférences. Je n'ai jamais eu l'idée de créer cet institut que je vais vous définir tout à l'heure. Mais j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en 1991, bon, et c'est pas hier, ça fait il y a 34 ans, j'ai assisté à une conférence exceptionnelle donnée à Cologne par un colonel de l'armée américaine, chirurgien, qui s'appelle Rick Satava, et c'était l'homme visionnaire de la chirurgie de demain. Vous imaginez qu'à 34 ans, il a expliqué que le futur de la chirurgie serait l'intelligence artificielle. Nous, on pense tous que c'est 2014, quand les Coréens ont pour la première fois été battus par une machine. Non, 1957, la première machine learning par Rosenblatt, qui s'appelait le perceptron. Il y a 34 ans, donc il a insisté là-dessus. Il a insisté sur le fait que les chirurgiens allaient opérer sur le clone digital du malade où ils auraient le droit à l'erreur avant de faire l'opération réelle. On va voir que ce n'est pas de la science-fiction, ça existe. Il a expliqué que toute la chirurgie deviendrait robotique. C'est amusant, on a publié le premier 100 patients opérés par robot en 1998. Et on a été démoli par tout le monde, y compris, mais ce n'est pas encore vous, Président, y compris par l'Académie de chirurgie. Tout le monde a dit que ça n'avait aucun sens d'imaginer de remplacer la main du chirurgien par un robot. Et puis il a parlé des opérations à distance en disant mais le futur, il n'y aura pas assez de monde, il faut absolument pouvoir dans certains pays opérer à distance. Tout ce que Satava a dit il y a 34 ans, c'est ce qu'on a essayé de faire à Strasbourg. Alors on a construit cet institut avec uniquement des donations privées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime du gouvernement, il en a été beaucoup aidé par les collectivités. J'ai vu qu'il y a M. Herman qui est là, je peux vous assurer que sur les collectivités, que ce soit l'Eurométropole, le Conseil régional, le Conseil départemental, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Ils nous ont cru pour chacun des bâtiments. On a fait un bâtiment, un deuxième bâtiment, un troisième bâtiment, un quatrième, un cinquième avec l'IHU. On a toujours été suivis. Et ensuite, on était totalement indépendants. Alors le but de l'IRCAD depuis le début, alors c'est amusant, ça s'appelle l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, parce que c'était ce qu'on faisait au début, de façon exclusive, en faisant les 2 premières années aussi beaucoup de recherche, qu'on appelle recherche fondamentale, et heureusement que ça soit le professeur Chambon, que ça soit Jean-Marie Laine, ils m'ont dit mais tu n'arriveras jamais à percer, GBMC, on est 400 chercheurs dans ces domaines-là, donc lance-toi dans ce que tu sais faire, les technologies chirurgicales, ce qu'on appelait à l'époque la computer science, qui était la science informatique. Et depuis le début, donc, on s'est dit on va essayer de démocratiser la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'il y a une révolution française, puisque avant vous opériez un malade en lui faisant une grosse incision au niveau de l'abdomen, une grande incision au niveau du thorax, et tout d'un coup il y a un Français, et la révolution elle a été française, un Français qui a mis une optique, une caméra dans le ventre du malade, et ça a été la plus grosse révolution chirurgicale de ces 2 derniers siècles. Et donc, on a essayé de faire ça par deux approches. La première approche, c'était de se dire l'éducation et la formation, c'est évident. C'est comme un avionneur, il fabrique un nouvel avion, il faut former le pilote. Et la deuxième, c'était le support des nouvelles technologies. Et là, on va voir que l'IA, c'est plus une révolution, puisque l'IA, on va voir à tous les niveaux, va aider le chirurgien de façon phénoménale. Donc, on travaille depuis plus de 30 ans, puisqu'on a ouvert en 1994, sur le concept que vous voyez là, qui s'appelle la chirurgie augmentée. La chirurgie augmentée, il suffit de demander aux chirurgiens comment vous pensez améliorer votre geste chirurgical. Là, tous les chirurgiens, la première chose qu'ils vont dire, c'est moi, mon souhait, c'est de voir, c'est l'œil augmenté, la vision augmentée. Je veux voir plus que ce que je peux voir. Je veux voir en transparence. Et vous avez sûrement en tête l'analogie, c'est un peu comme la voiture automatique. La voiture automatique, elle a 9 caméras, vous avez 2 yeux. Forcément, la voiture automatique, elle est mieux que la vôtre. C'est pour ça qu'à Los Angeles, il n'y a plus de taxis et ne sont pas des taxis automatiques. L'aéronautique, ça a été pareil. Donc on travaille sur ce concept, vous allez voir, de réalité augmentée, comment on peut voir en transparence. Et là encore, l'IA, depuis 3 ans, a fait faire un bond phénoménal, surtout au point de vue économique, puisque vous verrez qu'avec des instruments qui coûtent quasiment rien, vous arrivez à faire des merveilles technologiques. Deuxième réponse du chirurgien, la main augmentée. La main augmentée, c'est le robot, on sait maintenant. Vous savez, quand on a commencé la robotique, il y avait une seule compagnie de robots chirurgicaux, il y en a 225. Tous les ans, il y a 6 nouveaux robots chirurgicaux qui arrivent en Chine, donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et enfin, le chirurgien, même s'il se croit supérieur à tout le monde, il a quand même besoin d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire d'un cerveau augmenté. Et ce qu'on va voir là maintenant, c'est que l'intelligence artificielle en chirurgie, ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle pendant le geste chirurgical. Le geste chirurgical, c'est hyper important, bien sûr,
Mais c'est rien par rapport à l'ensemble. Puisque, si vous voulez, l'intelligence artificielle, elle va révolutionner la chirurgie par son application au diagnostic, à la stratégie, au geste, et ensuite au suivi du malade. Alors, le diagnostic, là, c'est sûrement la plus grosse révolution. L'intelligence artificielle permet de façon automatique le diagnostic de cancer à leur stade les plus précoces possible. Alors, je parlais du domaine que je connais, en digestif, vous savez tous que ça, depuis plusieurs années, on peut, avec l'IA, arriver à faire le diagnostic de petits polypes au niveau du rectum, du côlon, polypes plans qui font même pas 5 mm que le gastro-entérologue ne voit pas. Ça, tout le monde sait. On sait aussi que la firme Medtronic, aux États-Unis, maintenant, envoie par Amazon une capsule. Le malade avale la capsule et ensuite toutes les données vont dans le cloud. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé il y a 20 ans. Donc, tout le monde a dit pour le côlon, le rectum, parce que c'est un tube, c'est en fait pas énorme, on peut faire un diagnostic précoce de cancer. Pour l'estomac, c'est impossible, parce que l'estomac, c'est une énorme poche. Ben, là encore, ça a été fait. Ça a été fait par qui? Comme tout ce qui est en train de se faire en ce moment dans le domaine scientifique en IA, ça a été fait par les Chinois. Alors, la première compagnie, elle s'appelle iSync. Alors, pourquoi iSync, ils ont réussi? 4000 ingénieurs en intelligence artificielle iSync. Je ne sais pas si vous imaginez. Notre partenaire Karl Stoss en Allemagne en a 6. 4000 ingénieurs. Donc ils ont réussi. Alors le problème, c'est qu'immédiatement, en 6 mois, ils avaient 160 000 malades. Ça, c'est aussi, ils ont à la fois, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont un volume de patients qui est quelque chose d'inouï. Donc ça a été fait. Et donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le tube digestif. Et nous, à l'IRCAN, on a travaillé sur autre chose qui était les organes pleins, que ce soit le foie, que ce soit le rein. Vous voyez qu'avec des sondes d'échographie qui ont la taille d'un iPhone à peu près, sans autre appareil d'échographie, une sonde qui vaut entre 500 € et 1000 €, vous arrivez à faire des prouesses, puisque vous arrivez à faire des diagnostics de cancer précoce, vous voyez, des toutes petites tumeurs qui font 1 cm. Alors pourquoi c'est une révolution? Puisque si vous découvrez la tumeur, c'est un peu différent de Carole dans le cancer du sein, où même quand c'est petit, tu dois faire quand même les courages, etc. Mais là, pour le foie, par exemple, on sait qu'on implante une aiguille, on détruit la tumeur par le chaud, ça s'appelle radiofréquence, par le froid, ça s'appelle cryoablation. Les taux de survie sont exactement les mêmes à 5 ans. Le problème, c'est que le diagnostic est souvent porté plus tard. Alors pourquoi la machine, elle est tellement brillante par rapport aussi à l'œil humain? Parce que la machine, elle analyse plus de 3000 nuances de gris, là où votre œil en analyse 7. Mais surtout, la machine, elle va analyser non pas l'image, elle va analyser les algorithmes de la machine qui vont créer l'image avant que l'image soit créée. Donc c'est pour ça que c'est imbattable. On en parlera aussi tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a des métiers comme la radiologie diagnostique, est un métier qui va disparaître. La radiologie opérationnelle, elle va exploser. La radiologie diagnostique, la machine fera mieux. La deuxième étape, donc ça c'est pour le diagnostic. Un mot quand même avant la planification sur la stratégie. Vous savez que la stratégie en chirurgie, c'est ce qui est le plus important, poser la bonne indication et faire le geste adapté au malade. Donc actuellement, on a des recommandations internationales, on a les trucs là, multidisciplinaires chez toi aussi, Xavier, etc. Mais tout ça, ça va disparaître aussi. Tout ça, ça disparaît par la machine. Je vais vous donner un exemple. On a des cours, on avait un cours il y a un mois, qui est un cours avancé sur le traitement du cancer du rectum et du côlon. Et on pose une question, à la fin, on a toujours les 3 meilleurs exports mondiaux. On en a un qui est de Londres, il y en a un qui est de Hong Kong, et il y en a un autre qui est italien. Et on pose la question, on dit, voilà le problème, une femme jeune, elle a 40 ans, elle a un cancer du rectum T3M0, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais il n'y a pas de ganglion. Elle a d'abord une radiochimiothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, vous avez les 3 experts qui se battent. Il y en a le premier qui dit, même si on ne voit plus rien, la tumeur a disparu, il faut faire la grosse opération, enlever le rectum, etc. Il y a le deuxième qui arrive, dit, mais non, pas du tout, il faut passer par voie endorectale, faire une petite opération, etc. Et il y a le troisième qui dit, mais pas du tout, il ne faut rien faire, ce qu'on appelle wait and watch, il faut surveiller le malade et rien faire. Ça dure 45 minutes. Et donc, on a piégé les experts. En direct, on a demandé à ChatGPT, donc c'est une nouvelle version de ChatGPT 5. Vous pouvez aussi faire l'autre, vous cliquez, vous avez la version qui vous donne des réponses encore plus assidues. En 2 secondes, ChatGPT dit, vous avez les 3 possibilités, chop, chop, chop. Puis tout d'un coup, il y a un patiné, c'est une femme de 40 ans. Mais, comme on sait que si on fait la grosse opération chez elle, la qualité de vie est altérée,
ne faites pas ça, la seule solution c'est wait and watch, c'est que vous allez surveiller votre malade, puisque 85% des autres malades sont guéris. Et ensuite, il est génial aussi, puisqu'il vous explique comment faire. Et là, on sait que par exemple, la rectoscopie, aller voir à l'intérieur, c'est moins bien que le doigt. On ne pourrait pas l'imaginer. ChatGPT vous dit bien, c'est d'abord l'impression que vous allez avoir au doigt, etc. Donc vous imaginez l'élévation du niveau des stratégies, puisque toutes les stratégies vont être les mêmes. Maintenant, il faut aussi imaginer le gros problème du colloque singulier entre le chirurgien et son malade. Actuellement, le malade vient vous voir, je ne sais pas comment tu fais, Carole, mais il vient vous voir, il dit j'ai lu sur Internet que peut-être, contrairement à ce que vous m'avez dit, on pourrait faire ça. Là, le médecin dit oui, mais c'est moi le docteur, il y a tellement de papiers, etc. Voilà, c'est moi qui vais dire ce que. Mais là, ça change tout, parce que le malade va dire, et il rentre dans le ChatGPT, j'ai une petite tumeur du foie qui fait 1 cm, c'est un hépatocarcinome, donc voilà mon âge. ChatGPT, il va lui faire une alarme tout de suite, surtout ne vous faites pas opérer, faites-vous détruire, c'est en ambulatoire, etc. Et donc, il va y avoir énormément, et ce qui est, maintenant je termine là-dessus, sur la stratégie, que je ne voudrais pas ignorer là actuellement. Comment on va pouvoir imaginer des études médicales? Il y a 4 ans, une machine a eu son diplôme de médecine, elle n'était pas major, merci, mais là, je peux vous assurer que maintenant on refait la chose, dans le monde entier, la major de médecine, c'est une machine. La médecine, là, il ne faut pas être intelligent, il faut avoir une mémoire, surtout une mémoire visuelle. Là. Donc c'est un problème, vraiment un problème à mon avis majeur. Maintenant, on repart, intelligence artificielle, comment on va l'intégrer aussi pour mieux comprendre le malade. Donc vous savez qu'un scanner, c'est une image en 2 dimensions, noir et blanc, on ne comprend pas bien. Là, j'ai plein de logiciels actuellement qui existent. Et vous voyez que là, par exemple, c'est un bébé de 3 mois, il a ce qu'on appelle un amartome, c'est une énorme tumeur du foie, qui prenait, vous avez vu, envers la totalité de l'abdomen de ce petit malade. Ben là, quand vous allez naviguer par l'IA, vous naviguez à l'intérieur de cette tumeur, et vous voyez, vous n'avez pas besoin de savoir les noms, mais ces 2 grosses artères qui viennent de l'artère du foie vont alimenter la tumeur. Le chirurgien pédiatre d'Aude-Pierre, d'ailleurs, a opéré en 45 minutes le petit bébé sans aucun problème. Un autre exemple majeur pour les femmes, endométriose. L'endométriose, c'est 11 millions de femmes en Europe ont une endométriose sévère. Et on sait, vous voyez, c'est la boule qui est en vert. Et vous voyez que derrière, il y a le rectum. Et le gros problème de l'endométriose pour le gynécologue, je parle devant les prestigieux gynécologues, c'est l'invasion éventuelle dans le rectum. Et là, c'est assez amusant puisque cette malade, on lui a fait donc une rectoscopie par l'intérieur, on n'a rien vu, et là vous voyez, la tache verte, ça veut dire que l'intelligence artificielle a vu qui avait une invasion, et donc obligatoirement le gynéco est obligé d'appeler le digestif ou de le faire lui-même, une résection pour éviter la récidive. Et actuellement, les progrès, alors nous on a une spin-off qui s'appelle Visible Patient, mais qui n'arrive plus à concurrencer les géants, sur les géants comme Fuji. Donc hier, on avait 25 ingénieurs de Fuji à l'ERCAD, 25 ingénieurs pour essayer de voir ce qu'on fait avec le scanner, ce qu'on fait avec l'échographie, comment on intègre le tout. On arrive de plus en plus compliqué avec l'IA, comment l'IA va être le GPS du chirurgien. Il n'y a plus de voiture sans GPS, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez là, le chirurgien est en train d'opérer sur un robot, il opère un cancer du rectum, et vous allez voir que là, à droite, sur son iPad, c'est tout simple, il a le clone digital du malade, qui peut aller suivre et voir en 3 dimensions les anomalies, par exemple des urtères, qui est le chronie qui sort du rein, les différents vaisseaux, des artères, des veines. Et vous voyez, quand il est immergé dans la partie maître du robot, il voit en haut cette image qui est donnée par la caméra, et en bas, il voit cette image 3D. Donc, ça n'est pas une superposition, mais c'est ce qu'on appelle le GPS du chirurgien. Et là aussi, pour voir de nouveau la rapidité de la technologie chinoise, comme pour les voitures, c'est qu'une compagnie chinoise qui s'appelle SalesBot, ils ont fait en sorte que le chirurgien, il rentre au bloc opératoire, il envoie le scanner du malade en 2 minutes à la compagnie, ça part dans le cloud, ça va dans une compagnie chinoise, 24 heures sur 24, 15 minutes après, le clone digital du malade arrive dans le robot. Donc si c'est 15 minutes après, ça veut dire que ça va être 1 seconde du temps réel, dans quelques temps. Là encore, on pourra en parler, il n'y a pas de discussion, je crois, mais on pourra en parler après. C'est quelque chose qui pour moi est inouï. Et alors maintenant, on arrive le plus compliqué en chirurgie. Le plus compliqué de l'IA et de la chirurgie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment on va réussir à voir en transparence. Pour voir en transparence, vous avez 2 techniques, en gros. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez 2 techniques. Vous en avez une qui est l'IA va faire une analyse automatique de toutes les structures anatomiques pour prévenir le chirurgien si son ciseau va à un endroit où il ne doit pas aller et lui donner une alarme. Ça, c'est une des possibilités.
Et l'autre, c'est vraiment de voir en transparence ce qu'on appelle la fusion. Or, c'est deux approches totalement différentes. Donc, la chose automatique, on a commencé, vous voyez, 2019. Ça, c'était avec l'IHU, avec toute l'équipe de Nicolas Palois, qui est brillantissime à l'IHU. Et vous voyez qu'il suffit de donner... Alors ça, c'est une vésicule biliaire. Alors, l'ablation de vésicule biliaire, tout le monde pense que c'est une opération hyper simple. En fait, c'est pas vrai. C'est une opération simple. 5000 complications graves par an aux États-Unis, 7000 complications graves par an au Japon, 1% ou un peu moins conduisent à une transplantation hépatique. Donc vous imaginez une jeune femme ou un jeune homme qui se fait opérer d'une vésicule biliaire et qui termine en transplantation hépatique, c'est pas glorieux. Or, on sait aussi par toutes les recommandations que si une zone est parfaitement bien disséquée par le chirurgien, ce qu'on appelle le triangle of safety, le triangle de sécurité, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, il y a une artère, il y a un conduit biliaire, etc., que si ça c'est bien, il y a 0 complication grave, ça ne peut pas exister. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous donnez des centaines et des centaines de vidéos à la machine, vous les annotez, bien sûr il faut un chirurgien qui explique à la machine ce que c'est cette belle dissection, et ensuite c'est fait, et ensuite vous opérez, la machine, si elle voit que le chirurgien veut continuer l'opération, mais que ce fameux triangle n'est pas à son goût correctement disséqué, elle fait une alarme, bop bop, comme une machine arrière dans un parking, ou si vous opérez par robot, elle empêche le robot de vous répondre. C'est-à-dire que vous voulez continuer l'opération, mais le robot qui est plus intelligent que vous, il refuse. Donc vous avez beau bouger, le robot il ne va pas bouger. Et le robot il met l'alarme en disant non, il faut vous remettre en question. Donc ça c'est une solution. L'autre solution, on ne va pas rentrer dans les détails, on fait pareil pour les hernies. L'autre voie, ça c'est un très beau travail qui est fait à Tokyo, avec un collègue qui est un chirurgien colorectal, mais qui a adopté ça aussi pour la gynécologie. Vous voyez qu'il a 2 écrans dans son bloc, il a un écran normal, et il a un écran à gauche avec l'intelligence artificielle, et là, vous voyez, ce qui immédiatement apparaît en bleu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je veux voir en bleu l'urtère, qui est ce canal qui vient du rein, qu'il faut absolument préserver. Et donc, automatiquement, vous avez l'image. Et puis là, vous avez encore plus fort, ça date de quelques semaines, c'est une autre compagnie chinoise, japonaise, qui s'appelle Ano. Et vous voyez, bon, c'est peut-être compliqué, mais tout ce qui est nerfs, c'est des nerfs. Donc vous imaginez que la machine reconnaît les nerfs, et les nerfs, on sait qu'en gynéco, c'est fondamental. En endométriose, il y a quelques années, on disait c'est pas grave, on coupe les nerfs chez la femme, c'est pas le problème. Non, on coupe les nerfs chez la femme, il y a aussi des grosses séquelles comme chez l'homme. Donc voilà, tout ça pour vous montrer l'évolution. Et donc, si vous vous projetez dans 20 ans ou dans 30 ans, puisque la machine, elle est capable maintenant de repérer tous les organes anatomiques, elle est capable de savoir quel est le bon plan de dissection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 20, 30 ans, la chirurgie, comme l'aéronautique et comme la voiture, va devenir totalement automatique. Le chirurgien aura fait le geste sur le clone digital du malade avant, donc il a le droit à l'erreur, il donne toutes les données à la machine, et lui il sera le superviseur, il pourra juste arrêter au cas où la machine fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Donc ça, c'est la première chose. Comment l'IA arrive à faire le diagnostic automatique de ces structures? On arrive à plus compliqué. On opère le foie, par exemple, ou le rein, et on veut voir l'intérieur du foie, à l'intérieur du rein. Le foie, en chirurgie, c'est comme le foie chez le boucher, c'est un gros truc violacé, marron, etc. Vous ne voyez rien à l'intérieur. Ben, il faut voir à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette image 3 dimensions que je vous ai montrée aille fusionner avec l'image que vous donne la caméra. Donc, si vous avez cette fusion, ben, comme sur le clone digital, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez voir en transparence, vous cliquez, que vous avez la vue en transparence, donc ça veut dire que vous avez la vue en transparence. Donc vous vous dites, ça y est, le problème est réglé. Ah oui, le problème est réglé pour les neurochirurgiens. Pourquoi? Parce que rien ne bouge. Donc la première chose, vous faites le scanner ou l'IRM du cerveau, le malade arrive au bloc opératoire, et vous avez 2 trucs, je ne sais pas comment on appelle, je ne suis pas neurochirurgien, qui fixent le crâne du malade, donc rien ne bouge. Donc c'est fantastique, et c'est pour ça que les neurochirurgiens ont été les pionniers il y a de nombreuses années à le faire. Nous, c'est pas du tout ça. Quand on opère un organe mou, je ne sais pas si voilà, on va le voir là, ben, vous voyez par exemple le foie, ça c'est un foie en expérimental. La première chose qu'on fait, c'est qu'on met une pince ou ce qu'on appelle un écarteur, et donc le foie, ben, on le bascule. Et ben, si on le bascule, la forme n'est plus la même, la position n'est plus la même, mais la machine, elle a reconstruit l'image en 3 dimensions à partir du scanner où vous êtes confortablement installé sur le dos. Donc, comment la machine, en temps réel, pendant l'opération, peut comprendre la nouvelle position de l'organe? Alors là, on a fait plein de délires. On s'est dit, ça y est, on sait ce que c'est. On voit l'avenir, ça, il n'y a pas de doute. C'est quand j'ai créé l'IHU, c'est ce qu'on a dit, on va faire une salle la plus belle, la plus chère, salle hybride, comme avaient les cardiologues interventionnels. Donc regardez cette salle, 2017, une merveille. Pour la chirurgie du foie, vous avez un scanner dans le bloc opératoire.
Ensuite, comme vous voulez voir des voies biliaires à l'intérieur, vous avez l'IRM dans le bloc opératoire, donc ça c'est sûr qu'on ne peut pas avoir mieux. Donc, voilà. Et ensuite, comme vous mettez toutes ces données ensemble, il faut qu'elles soient adaptées en temps réel. Donc vous avez un scanner robotisé, on appelait avant le Zigo, maintenant c'est un Phéno. En 1 seconde, vous avez 360 degrés, et donc vous êtes content, vous avez l'image en 3D. Bon, ok, ça, donc on a pensé à beaucoup travailler là-dessus en expérimental. On a construit donc l'institut, on a travaillé pendant 1 an et demi avec les ingénieurs de Siemens. On était hyper contents de ce bloc opératoire qui a été fait, qui a été construit en 1 an. Et ensuite, on s'est aperçu qu'en fait, il y a des gros problèmes. C'est pas un temps réel. Le chirurgien, il veut du temps réel. Aller une fois dans un bloc opératoire, là, il faut, toutes les 5 minutes, il fallait arrêter l'opération, avoir une nouvelle vision. Ça, au bout de 2 fois, il hurle, il crie, etc. Donc c'est impossible, c'est pas compatible avec la vie du chirurgien. Ensuite, c'est pas ergonomique, parce que ce fameux Zigo, qui est une machine fantastique en neurochirurgie, enfin pour plein d'autres, ne peut pas avec vous avez le robot, les longs robots, vous avez l'autre machine qui arrive, ça pique dans tous les sens, parce que vous avez des problèmes. Et puis ensuite, vous avez le coût. Le coût, c'est que personne ne peut se payer. Quand je mets 4 millions, maintenant c'est plutôt 6 millions d'euros pour un bloc opératoire. Comme vous voyez, il doit y en avoir 75 à l'hôpital. Que c'est plus de 350 000 euros de maintenance par an, c'est impossible. Et là arrive l'IA. L'IA arrive, et ça c'est fantastique, parce que vous apercevez qu'avec, vraiment, si vous voulez, vraiment en plus une sonde hyper sophistiquée, donc pour moins de 5 000 euros, on peut dire à 2 000 euros, tout d'un coup, avec l'IA, je vais vous montrer les images, mais c'est phénoménal. Les images, elles sont plus belles même que les images de scanner. Mais l'échographie ne voit pas obligatoirement tout ce que vous voulez voir. Par exemple, je reviens sur le foie, ce qu'on appelle les voies biliaires, donc là où il y a la bile. Ça vous ne le voyez pas, sauf si c'est extrêmement dilaté. Et là, encore, on voit le génie des industriels. Siemens, donc, a fait, c'était un peu plus de 10 ans de recherche, et ils sont aboutis à faire ce qu'on appelle le C-Artist Move, qu'on va accueillir à l'ERCAD la semaine prochaine. C'est génial. C'est-à-dire que Siemens, il a vu 2 choses. Il a vu le chirurgien, il veut tout de suite. Ça, il a bien compris, il était sûrement bien conseillé. Donc, et puis 2, il n'y a plus de manipulateur radio, de moins en moins. Je pense que vous en savez quelque chose. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut quelque chose où il n'y ait plus besoin de personne et où tout soit automatique. Et donc, vous prenez votre iPad, enfin votre iPhone, là, je ne sais pas, et puis tout a été planifié avant. Vous voulez voir le foie et la reconstruction en 3D, vous faites foie, reconstruction 3D. Le petit robot que vous voyez là, le petit robot, pas un robot, mais qui a des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, sur des tanks, donc il est dans le lobby ou il est quelque part, il arrive tout seul, il vous fait l'image, il vous fait la reconstruction en 2 secondes en 3D, il repart dans le coma. Et donc, si vous mélangez les deux, vous avez quelque chose qui est tout à fait magnifique. Alors, regardez juste quelques exemples. Et encore, ça date de 2 mois, et donc ça s'est encore amélioré. Mais vous regardez juste que sur, ça c'est à droite, c'est pas un malade, sinon je ne le montrerai pas, mais c'est un de nos directeurs de recherche. Et vous voyez qu'avec cette sonde à 500 €, regardez ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que vous voyez tous les vaisseaux, vous voyez la tumeur en 3 dimensions. Et si vous devez par exemple la détruire en mettant une aiguille, vous voyez que n'importe quel singe peut le faire, puisque c'est quasiment automatique. Et puis vous voulez mieux, ce que je vous ai dit, puisque si jamais il y a des choses que le scanner a vues avant, mais pas pendant l'écho ne le voit pas pendant, vous allez faire grâce à l'IA la fusion des 2 images. C'est-à-dire que vous intégrez dans votre machine l'image du scanner qui a été fait la veille, regardez ce que ça donne. Et vous imaginez qu'avec une sonde qui vaut quasiment rien, grâce à l'IA, vous avez une reconstruction de tout. Donc c'est une énorme avance sur ce qu'on appelle la chirurgie guidée par l'image. Donc, on parlait tout à l'heure de dire que quand on a des appareils comme ça, quand on voit la tumeur facilement, il faut aller la détruire. Le problème, c'est que, il y a des pays où c'est quand même compliqué, j'ai pas beaucoup de radiologues. Le Rwanda, on a un IRCAD au Rwanda, il y a 10 millions d'habitants, il y a 7 radiologues. 7 visiblement, et il y a 7 radiologues, donc je veux dire, c'est quelque chose d'impossible. Donc, on est aussi en train de développer quelque chose, c'est-à-dire 2 robots ensemble qui vont se parler. Le premier robot, vous lui montrez une fois comment il faut faire pour voir le foie, par exemple, ou pour voir le rein, etc. Ensuite, le robot, il le fait tout seul. Ou il peut être manipulé à distance. On va voir tout à l'heure ce que c'est que la chirurgie à distance. Donc ça, c'est quelque chose. Et maintenant, on est en train de développer un 2e robot qui, lui, aura l'aiguille pour détruire. Et les 2 robots, tu as vu la démonstration, et les 2 robots se parlent. Donc voilà, c'est aussi des avancées phénoménales. Un mot toujours des avancées phénoménales. Donc ça, c'est pour les organes pleins. Je vous répète, c'est le foie, c'est le rein. Pour ce qui est le côlon, par exemple, l'œsophage, l'estomac,
avec l'intelligence artificielle, ça vous change tout. Vous n'allez plus enlever une partie de côlon, vous n'allez plus enlever une partie de l'œsophage ou de l'estomac. Vous allez faire avec des appareils comme les gastro-entérologues, ce qu'on appelle les orifices naturels, la bouche ou le rectum. Et la seule chose, c'est que les appareils des gastro actuellement, il leur manque ça, c'est-à-dire qu'ils ont des instruments qui sont comme ça, ils n'arrivent pas à opérer, puisqu'il faut une triangulation. Donc on avait fait un gros projet avec Karlsruhe Endoscope, et je vous montre la seule compagnie, donc on a le robot à l'IRCAD, la seule compagnie qui a un mix entre 50 ingénieurs de Corée du Sud et 50 ingénieurs aux États-Unis à Houston. Donc vous voyez que, pour ça c'est sur un modèle ex vivo, vous voyez que c'est des machines où vous enfoncez par un orifice naturel, et puis vous arrivez à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous arrivez à faire une opération, vous arrivez à faire des sutures. Donc vous imaginez, c'est des choses qui pourront se faire en ambulatoire, c'est-à-dire que vous enlevez la totalité d'une partie de la paroi, par exemple du côlon, vous refermez, et puis voilà, donc c'est nettement moins agressif, c'est évident. Un mot de la chirurgie à distance, parce que c'était quelque chose d'un peu fou, mais tellement amusant. Donc, chirurgie à distance, nous, en 2001, donc ça fait longtemps, uniquement par goût du challenge, puis parce qu'on avait besoin d'argent aussi, on voulait un projet européen, donc on avait fait un projet européen sur la chirurgie mini-invasive. Le jury, à l'époque, ça s'appelait l'OSEO en VAR, nous a dit « oh, c'est pas assez, ça ne fera rêver personne, etc. » Il n'y a même pas le mot robot. D'ailleurs, vous voulez le mot robot, ben, vous allez voir, on leur a mis le mot robot et on a dit « on va faire la première opération à distance » entre les États-Unis et la France. Ça, je peux vous assurer, il n'y avait pas de robot à l'époque sur le marché, on ne savait pas ce qu'il fallait en télécommunication. Et en fait, 6 ans après, on l'a fait, ça a été publié dans Nature en haute priorité. Et ensuite, plus rien ne s'est passé, parce qu'on avait travaillé avec France Télécom, et Alcatel, France Télécom d'ici, mais la location normalement d'un câble transatlantique pour pouvoir faire l'opération, c'était 1 million de dollars par an. Vous imaginez que ça ne pouvait pas se développer. Nous, bien sûr, ça a été offert par France Télécom. Rien ne s'est passé. Et maintenant, depuis 2023, explosion en Asie, Japon, Chine. Alors au Japon, ils font les premières, en Chine, sans problème, depuis 2023. Ensuite, États-Unis, Afrique, là aussi on dit l'Afrique c'est un pays sous-développé, je pense qu'il y a plus de robots en Angola, puisqu'ils viennent d'en acheter 4 nouveaux, que peut-être dans notre hôpital. Hein. Donc l'Afrique n'est pas sous-développée du tout. Donc il y a eu ça. Ensuite, nous on a organisé le congrès mondial de chirurgie robotique en juillet, c'était 4 jours, il y avait 2500 chirurgiens, il y avait 100 compagnies de robots, donc vous voyez, quand je dis il y en a 225, donc il y a 100 compagnies de robots qui sont venues. Et là, on a fait 10 opérations à distance à partir de l'IRCAD. On a fait aux États-Unis, en Inde, au Kazakhstan, en Chine, au Koweït, au Maroc, puis je ne me souviens plus. Et notamment la première opération cardiaque entre l'IRCAD ici et l'Inde, faite par un chirurgien cardiaque indien. Donc, pour montrer qu'il n'y a pas de limite. Et on a fait, avec le robot développé par Kawasaki, une opération entre Strasbourg et Kobe, par le professeur Mélanie, qui est le directeur de l'IRCAD au Brésil, sur un modèle expérimental animal, parce que tous les autres c'était sur les patients, mais les Japonais ont un sens vraiment de l'éthique dingue, donc ils ne voulaient rien montrer en live sur un patient, donc ça a été fait sur un animal de laboratoire. Mais regardez la facilité entre le chirurgien qui est à Strasbourg et puis le bloc opératoire qui est à Kobe. Ça faisait 23 000 km, puisqu'il faut compter les deux allers-retours. On a fait quelque chose de fou aussi, mais qui n'est pas fou, ce qu'on a appelé une 4 consoles téléchirurgie. Le chirurgien était à Strasbourg, Vipul Patel, un neurologue. Son premier assistant était à Pékin. Son deuxième assistant était à Yulun, une autre ville chinoise. Et le malade était au Kazakhstan. Donc vous allez dire, là, ils ont encore fait ça pour les journalistes. Non, c'est vraiment pour montrer qu'un robot qui a 4 bras armés peut être dirigé par n'importe qui. Il n'y a plus de limite. Dans le même hôpital, par exemple, ou dans 2 hôpitaux. Moi, j'essaye actuellement, parce que j'ai un bon ami qui a les 26 hôpitaux privés en Suisse, et où les chirurgiens roboticiens, ils vont de Genève, oui, tu dois le connaître, ils vont de Berne à Genève, à Zurich, etc. Et je dis, c'est fini, ça, il faut faire une tour de contrôle, et la tour de contrôle, le chirurgien, il opère dans un hôpital, le deuxième, le troisième, etc. Et donc, pour revenir à ça, c'est que tout à l'heure, on a vu qu'on peut fixer, par exemple, la sonde d'échographie sur un des bras du robot. Mais il se peut que le chirurgien local, ça ne soit pas le roi de l'échographie, hein, j'en connais beaucoup. Donc, on peut très bien imaginer que l'écho, pour savoir comment bien manipuler le bras robotisé de l'échographe, soit dans un autre département du même hôpital, dans un autre hôpital, dans un autre pays, etc. Donc, c'est juste pour montrer plus aucune limite.
Ben, ça, c'est ce que je vous disais, on a demandé à ChatGPT, mon dernier copain, par exemple, comment il imaginait le bloc en lui donnant quelques consignes. Ben oui, le bloc, il ressemblera à ça, c'est-à-dire que les chirurgiens seront là, mais ils auront juste la partie, ce qu'on appelle la partie maître. Le robot, c'est une relation maître-esclave. Maître, esclave, et puis la partie esclave, eh ben, elle est dans un autre hôpital, et donc ils peuvent opérer successivement des malades, bien sûr, dans le même hôpital. Voilà, j'ai terminé par le rôle. Toutes ces nouvelles technologies, ça nécessite une formation. Ça, c'est une évidence, je pense que tout le monde le sait. Donc nous, on a organisé à l'IRCAD, donc maintenant on a 3 auditoriums différents, 2 petits qui font à peu près 150 places, un gros qui fait 300, et tous les matins, on est connecté avec les meilleurs blocs opératoires au monde. Donc il faut aussi beaucoup d'humilité, pas se dire, il n'y a qu'en France, on est bon, etc. Non, on veut apprendre comment opérer un cancer des SOA, on va ni en France, ni aux États-Unis, on va à Séoul, en Corée. En Corée, chaque département, ils en ont 1000. Et maintenant, on veut montrer comment opérer de la chirurgie du foie, de la chirurgie du pancréas au robot. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Uniquement en Chine. Uniquement en Chine. Les chirurgiens chinois qui, il y a 5 ans, étaient mauvais, ne respectaient pas les recommandations internationales, sont devenus des virtuoses de la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec, il faut que tu y ailles un jour, avec le centre anticancéreux de Shanghai, 5000 chirurgies du foie robotisées par an. Le plus gros service en France, soit en foie, c'est Bismuth, etc. Si en mini-invasif, ils en ont 70, 80, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc ces chirurgiens, ils font le plus gros, le plus difficile geste en chirurgie digestive, c'est le cancer de la tête du pancréas, ce qu'on appelle duodénopancréatectomie céphalique. En Europe ou aux États-Unis, c'est entre 6 et 8 heures. Le chinois, c'est 2 heures quand le malade est difficile. Et ça, c'est comme ça. On voit, on avait, la semaine dernière, on en a eu un, professeur Peng, et alors tout le monde, quand les gens regardent ça, ils disent comment c'est possible? Ben, c'est possible parce que cancer des pancréas, on en a 800 par an, nous on en a 15 ou même pas. Voilà, ensuite, les chirurgiens, ils montent dans ce qu'on appelle le bloc. On a 7 plateformes comme ça, avec toujours que du matériel neuf qui repart tous les ans, qui est changé, qui est upgradé. Et puis le training en robotique, c'est majeur, c'est très important. On a commencé, on avait 5 robots il y a 10 ans, on a 42 robots, donc là aussi on pourra, non, pas le temps de parler, mais aucune université ne peut payer ça. C'est 100 millions d'euros de robots qui doivent être changés tous les 3 ans, et dont la maintenance est assurée gratuitement par l'industriel, on ne peut pas faire autrement. Donc là, le robot, par exemple, que tout le monde connaît, le premier, qui est le robot Da Vinci Intuitive, on en a 26. Ensuite, pendant le Covid, on a fait un nouveau bâtiment, puisqu'on n'avait pas de cours, uniquement dédié aux robots. Et donc là, on a eu, c'est là où on a le gros auditorium, et il y a d'autres robots, je ne vais pas tous vous les montrer. Ça, c'est le robot de Cambridge Medical. Là, il y a le robot de Medtronic, on en a 10 des Medtronic. Donc, si vous voulez, il y a une compétition énorme, et un centre académique, c'est bien qu'il ne soit pas uniquement le porte-parole ou l'ambassadeur d'une compagnie. Il y a le robot pour la neurochirurgie, pour la chirurgie vertébrale aussi, enfin, il y a tout. Ça, c'est le seul robot suisse qui existe, Distal Motion. Ça, c'est le robot Kawasaki, donc c'est le robot japonais. Regardez ça, c'est quand même dingue. Ça, c'est une démonstration qu'ils ont fait au mois de juillet. Regardez le chirurgien, qui n'est pas un chirurgien, c'est un ingénieur, il se retourne, mais le robot continue. Le robot fait la suture. Donc c'est quand même. Et tout ça, il y a quelques années, on disait, mais c'est pas possible, jamais il y aura une automatisation. Donc ça date de quelques semaines. Donc le robot, automatiquement, peut faire une suture, et il va la faire forcément mieux que le chirurgien. Et la plus grosse avancée, elle a été faite, je n'ai pas dommage, à Johns Hopkins, où en fait ils ont réussi sur un modèle expérimental à faire l'ablation totale d'une vésicule biliaire, totalement 100% automatique. Donc, juste vous dire, c'est plus de la science-fiction. Bon, ça c'est encore un autre robot chinois, il y en a plein. Alors ça, je vous montre juste un clin d'œil, allez manger là-bas, c'est bien, parce que c'est juste pour vous montrer aussi que c'est un modèle économique spécial. On a bénéficié de l'argent public, quoique dans les cours, on nous dit toujours que c'est de l'argent privé, j'ai jamais compris, l'argent des collectivités est considéré comme de l'argent privé. On n'a pas l'argent de l'État. Par contre, là, les haras, que ça c'est la ville qui nous l'a donné, etc. On a rénové, on va avoir fini de payer les impôts, pas les impôts, on ne paye jamais, les emprunts, et donc 90% que ça soit la brasserie ou l'hôtel, ça va à l'IRCAD pour la recherche et pour l'enseignement. Et donc pour l'Institut, c'est quand même des sommes importantes. Voilà la fin, j'étais peut-être un peu plus long, mais j'en sais rien. Globalisation de l'IRCAD. On est un petit pays en France, de plus en plus, mais les autres pays sont aussi des petits pays, c'est-à-dire qu'on est obligé d'imaginer de travailler à plusieurs.
Donc on avait commencé l'IRCAD, vous voyez là, ce qu'on appelle le headquarter en France, ça c'était 1994. Ensuite on en a fait un à Taïwan. Ensuite on en a fait deux, un à Sao Paulo et un à Rio de Janeiro. Ensuite un au Liban à Beyrouth. Ensuite un en Afrique au Rwanda. Ensuite un en Chine. Ensuite un en Inde. Et il y a un mois, aux États-Unis, qui est le plus gros, qui est vraiment une machine de guerre. Donc ça c'est l'IRCAD Taïwan, le premier, c'est vraiment un directeur qui a 10 hôpitaux, privés à but non lucratif, mais qui sont tous bénéficiaires, on peut dire comme les hôpitaux aux États-Unis. Donc ça c'est le Taïwan, ça forme tous les chirurgiens d'Asie-Pacifique, sauf les Chinois pour l'instant, vous savez pourquoi. Ça, c'est le centre à Sao Paulo, à Barretos, c'est une merveille, c'est accroché au plus gros centre anti-cancer clinique qui existe, il faut que tu y ailles un jour voir. C'est un type extraordinaire, il est fermier, il est très catholique, comme ils le sont tous au Brésil, un peu au plus DI, et il a eu l'apparition de la Vierge Marie qui lui a dit il faut distribuer la fortune du grand-père qui avait, je crois, 25 ranchs, mais c'est des ranchs 50 000 bêtes pour le plus petit, et donc il a distribué ça, etc. Il a fait le plus gros centre anticancéreux. Il a 32 trucks ils vont en Amazonie, il fait le diagnostic de tous les cancers possibles, c'est-à-dire poumons, seins, prostate, etc. Le malade et la famille reviennent à Barretos, tout gratuitement, nourriture gratuite, appartement gratuit et soins gratuits. Voilà. Mais ça, c'est la Vierge Marie. Et d'ailleurs, la Vierge Marie, il y a 2 ans, quand j'y étais, c'était génial. La Vierge Marie, de temps en temps, elle sert bien parce que la Vierge Marie, il a eu l'apparition de la Vierge Marie qui lui a dit qu'il fallait diminuer le salaire de ses médecins de 50%. Donc, attendez, on n'est pas en France. J'ai assisté et j'ai la vidéo à la plus belle séance de ma vie. Donc, il annonce ça aux médecins. Il les a tous réunis. Il y a 3500 médecins dans un grand hall. Vous ne pouvez pas imaginer les applaudissements qu'il a eu. Voilà, c'est tout pour dire, c'était pour 6 mois, mais ils étaient tous comme des fous. Voilà, et c'est sûr que si on fait ça avec la CGT, maintenant, ça va pas. Voilà, donc ensuite, c'est Rio de Janeiro. On a fait Rio de Janeiro avec les hôtesses dignes de Rio de Janeiro, au Liban, l'hôpital Levant. L'un des plus beaux, le plus beau pour moi, au Rwanda, fait par notre architecte, Patrick Schweitzer, qui est un génie de l'architecture et qui a fait vraiment quelque chose de magnifique. Celui en Chine, qui est à Wuxi, qui est un deal qu'on a fait avec une grosse compagnie SK, qui est une compagnie sud-coréenne, en Inde. Et puis le plus gros, là, qu'on a inauguré il y a un mois, c'est un projet phénoménal à Charlotte. Donc l'IRCAD est à gauche, là. Ça, c'est la Medical School. Et en fait, ils voulaient, on a été très fiers quand même, parce qu'ils voulaient le nom IRCAD et la notoriété internationale de l'IRCAD et les experts de l'IRCAD pour faire le plus gros projet aux États-Unis de ce qu'ils appellent le plus gros corridor de medical device, de dispositif médical au monde, sur à peu près 14 buildings, etc. Bon, ils ont 72 hôpitaux, c'est le plus gros réseau d'hôpitaux, ça s'appelle maintenant c'est Advocate Atrium. Et bon, c'est des génies, donc voilà, et c'est quelque chose d'extraordinaire, de vraiment extraordinaire. Puis ça, c'est le dernier, ça c'est eux qui nous ont donné la photo, mais c'est assez rigolo parce que vous savez que le prince d'Arabie Saoudite, qui est un peu spécial, il a un projet qui s'appelle NEOM. Il y avait NEOM, il y en a qui ont peut-être vu The Line. Alors The Line, maintenant, comme c'est 3 000 milliards de dollars, le Line il diminue de 170 km, ça va faire 4 km. Et par contre, ils font toute une zone healthcare. Et nous, on n'était pas candidats, il y avait 26 candidats, et c'est l'IRCAD qui a été sélectionné. Donc, je suis quand même assez content. Donc ils sont venus à 3 reprises, et je vais présenter le projet devant le prince au mois de février, où en fait l'IRCAD aura ce qu'on appelle le digital control de toute l'innovation qui doit se passer en Saudi-Arabie. Là encore, je vais dire quelque chose sans critiquer ce qui se passe actuellement en France. Mais quand vous regardez les Arabes de cette génération-là, d'Arabie Saoudite, moi j'y vais depuis 25 ans, 30 ans, alors là vous n'avez que des jeunes qui ont 37 ans, ils sont tous formés Stanford, Harvard, MIT, etc. Ils ont une vision à 50 ans, et quand on a eu le projet, le ministère des Affaires étrangères nous a envoyé, j'ai fini. Je termine parce que c'est drôle quand même. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé 3 conseillers. Et je peux vous jurer que j'avais aucun des conseillers ne parlait anglais. Ils avaient le nez dans le guidon quand ils expliquaient ce qu'il fallait faire. Et vous aviez 7 jeunes d'Arabie Saoudite qui avaient la vision de leur pays dans 50 ans parce qu'il n'y aurait plus de pétrole. Et maintenant, puisque tu m'as coupé la parole, je m'en vais.